Delphine Lebon, la responsable de la librairie Dialogue. Bienvenue à la 7e édition des Petits Champions de la lecture. Initiée par le Syndicat national de l'édition pour promouvoir les livres et la lecture et rappeler que lire est avant tout un plaisir et parfois même un jeu, c'est donc dans ce cadre que nous accueillons 7 enfants sélectionnés parmi les écoles de Morlaix, de Landivisiau, de Pleven et de Diwan à Brest. Nous élisons aujourd'hui le représentant ou la représentante pour la demi-finale régionale. À la suite de cette journée, 14 petits chanceux participeront à la grande finale nationale à la Comédie Française à Paris. Alors, chez Dialogue, nous avons toujours espoir qu'un finistérien ou une finistérienne monte à la capitale pour donner de la voix. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir une copine dont l'anniversaire tombe le jour de la Saint-Valentin. D'un côté, c'est une double raison de faire la fête. Mais de l'autre, les enjeux sont 2 fois plus élevés. Impossible de se contenter d'une carte ringarde et un sachet de bonbons en forme de cœur. En tout cas, pas si la copine en question s'appelle Summer Tamberi. Summer a toujours été la fille de mes rêves. Je suis fou d'elle depuis la maternelle. Quand sa sœur jumelle, Sky et elle promenaient leurs grands yeux bleus et leurs pattes blondes dans la cour de récréation. Elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Et même la maîtresse les confondait souvent. Mais pas moi. Pour commencer, Sky ne se séparait jamais d'un vieux bois en plume déniché dans le coffre à déguisement de la classe. Et les yeux de Summer brillaient d'un éclat différent, d'une flamme pleine de promesses. Elle avait 1 million d'amis et les professeurs l'adoraient. Moi, c'était tout le contraire. Je me faisais gronder pour avoir essuyé mes mains couvertes de peinture bleue sur la jupe de Miss Martin, ou pour avoir mangé 7 gâteaux au chocolat et piqué une crise de nerfs à la cantine, ou pour avoir raconté que j'avais un singe apprivoisé à la maison avant d'expliquer à la maîtresse que je voulais parler de ma petite sœur. Summer débordait d'énergie et elle m'impressionnait. Je n'osais pas l'approcher et puis un jour je l'ai vue danser. La dernière répétition du spectacle de Noël venait de se terminer. Déguisés en berger ou en mage, ange ou chameau, nous avions récité notre texte et entonné en chœur des chansons de circonstance. Jusqu'à que Marissa, Monsieur Taggart, vomisse sur son costume et doive être accompagnée aux toilettes. Miss Martin m'a grondé parce que j'avais modifié les paroles en y ajoutant le mot culotte. Au moment de regagner la classe, elle m'a placée en tête du groupe pour me garder à l'œil. Soudain, je me suis aperçue que j'avais laissé sur scène ma couronne en papier mâché. Elle n'était pas très belle, mais je l'avais décorée tout seul avec tellement de paillettes et de gommettes que les femmes de ménage s'étaient plaintes le lendemain d'en avoir retrouvé partout. Miss Martin a poussé un gros soupir et m'a ordonné d'aller la chercher avant qu'elle finisse à la poubelle. En arrivant devant la porte de la salle, j'ai été surpris d'entendre la musique de Douce Nuit. Y avait-il encore quelqu'un à l'intérieur? J'ai jeté un coup d'œil et découvert Summer. Elle tourbillonnait les paupières closes dans son costume d'ange, l'auréole de travers sur ses tresses blondes. J'ai refermé la porte sans bruit et suis retournée en classe où Summer nous a rejoints peu après. Il régnait un tel roi que j'en ai vite oublié ma couronne. Le lendemain, pour le spectacle, j'ai dû me contenter d'un vieux bandeau de papier crépon. Miss Martin était furieuse. Quelques jours plus tard, lors de la pêche à la ligne de Noël, j'ai gagné le lot le plus nul, une boîte de haricots à la tomate. Je parie que ce n'était pas une coïncidence. Mais tout cela remonte à bien longtemps. Nous avons grandi, et puis les années passaient. Plus je faisais des bêtises, et plus les années passaient. J'étais le clown de la classe, celui qui enchaînait les farces et amusait la galerie. Summer me trouvait pas drôle. J'avais beau faire mon possible pour qu'elle me remarque. Son regard glissait sur moi comme si j'étais invisible. Lundi. C'est ça. Allez-y, tendez-moi. J'ai tué un oiseau. En fait, c'est mon boulot de rôder dans le jardin à la recherche de ces petites créatures qui peuvent à peine voter d'une haie à l'autre.
Dites-moi, qu'est-ce que je suis censé faire quand une petite boule de poil se jette dans ma gueule? Enfin, quand elle se pose entre mes pattes, elle aurait pu me blesser. Bon, d'accord. Je lui ai donné un coup de patte. Est-ce une raison suffisante pour qu'Ellie se mette à sangloter si fort dans mon poil que j'ai bien failli me noyer? Et elle me serrait si fort que j'ai cru étouffer. Oh, tu fis, dit-elle avec reniflement, yeux rouges et Kleenex mouillé. Oh, tu fis, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment? Mais enfin, je suis un chat. Comment aurais-je pu me douter que ça allait faire une histoire pareille? La mère d'Ellie qui se précipite sur les vieux journaux. Le père d'Ellie qui va remplir un seau d'eau savonneuse. Bon, d'accord. Je n'aurais peut-être pas dû le traîner dans la maison et l'abandonner sur le tapis. Et peut-être que les tasses ne vont pas partir. Jamais. Dans ce cas, pendez-moi. Mardi. J'ai bien aimé le petit enterrement. Je pense que je n'y étais pas conviée, mais après tout, c'est autant mon jardin que le leur. En fait, j'y passe beaucoup plus de temps qu'eux. Je suis le seul de la famille qui en fasse un usage convenable. Ils ne m'en sont pas reconnaissants pour autant. Vous devriez les entendre. Ce chat détruit mes plates-bandes. Il ne reste presque plus de pétunias. Je viens à peine de planter les lobélies, et voilà déjà dessus pour les écraser. Si seulement il pouvait éviter de faire des trous au beau milieu des anémones. Des reproches, des reproches, des reproches. Je ne vois pas pourquoi elle se casse la tête à garder un chat si c'est pour se plaindre en permanence. Tous, sauf Ellie. Elle était trop occupée à pleurnicher sur cet oiseau. Elle l'a mis dans une boîte, enveloppée dans du coton, et puis elle a creusé un petit trou. Après, on s'est tous mis autour. Ellie a dit quelques mots pour lui souhaiter bonne chance au paradis des oiseaux. Fiche le camp, m'a dit le père d'Ellie en sifflant entre ses dents. J'ai trouvé cet homme un peu grossier. J'ai agité ma queue et je lui ai fait le clin d'œil qui tue. Pour qui il se prend celui-là? Si je veux assister à un petit enterrement d'oiseau, j'y assiste. Après tout, je connaissais l'oiseau depuis plus longtemps qu'eux. Je l'ai connu vivant, moi. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangée que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. Je disais la troisième fois. La voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de plus. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches. Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles. Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les feignants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 millions 622 131. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même, le petit prince. Il résonne un peu comme une icône. Cependant, il pose encore des questions. Comment peut-on posséder des étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux, le businessman. Je ne sais pas. À personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. J'ouvre la bouche et la referme, sans rien dire, choquée.
Sa mère et moi, nous ne nous chamaillons jamais. On se soutient toujours, quoi qu'il arrive. Enfin, c'était comme ça avant une discussion ridicule à propos des robes et du manteau vert de Clara. Je ne prends le parti de personne. À mon avis, ce n'est pas son impression. Arrête, s'il te plaît, Summer. Je voudrais que tout le monde s'entende bien. C'est ce que j'ai expliqué à Honey. Ma jumelle soupire. Ne t'inquiète pas, Sky. Je ne te fais aucun reproche. Je me demande juste ce que ressent Honey. Oublie ce que j'ai dit. Elle me donne un petit coup de coude pour tenter de m'arracher un sourire. Mais je ne suis pas d'humeur. Pas plus que je ne suis capable d'oublier ses paroles. Allez, Sky, je ne voulais pas te vexer. Elle passe un bras autour de mes épaules et me ramène près du feu. Mes inquiétudes s'évanouissent peu à peu. Paddy joue un air doux et lancinant sur son violon, tandis que Coco, Jerry et moi piquons des chamallows sur de longs bâtons pour les mettre à griller sur le feu. Ils deviennent collants en noir et brûlants, avec un parfum de souvenir. Le regard plongé dans les flammes, j'imagine un garçon au sourire charmeur et aux yeux bleus, un garçon qui s'appelle Finn. Je ferme les yeux pour essayer de retourner dans mon rêve. En ce moment, les rêves me paraissent beaucoup plus simples que la vraie vie. On allume des cierges magiques et ça me écrit Tommy dans le ciel pour m'embêter. Je barre ce nom et, quand personne ne regarde, j'écris Finn. Puis Paddy s'occupe des feux d'artifice, qui partent comme des fusées et explosent avec un bruit sourd en projetant des gerbes d'étincelles dans tous les sens. Je contemple les cascades argentées qui retombent doucement. Et j'essaie de chasser l'impression horrible que ma famille est en train de se disloquer. Alors que je ne me dispute jamais avec personne, je viens presque de me fâcher avec ma sœur jumelle. Il faut dire que Summer a eu une grosse journée, avec tous ces changements dans ses cours de danse. Peut-être qu'elle est un peu susceptible à cause de ça. Millie dit qu'à notre âge, on est plein d'hormones qui peuvent nous rendre grincheuses, tristes ou nous donner envie de pleurer sans raison. Ce qui vient de se passer entre Summer et moi, ça ne veut rien dire, si? Toi, dit-elle, en pointant le doigt sur une petite fille l'air bornée du nom de Prudence. Épelle-moi le mot difficulté. Étrangement, Prudence épela le mot sans faute et sans hésitation. Madame Le Bourdin resta un instant médusée. Fit-elle, méprisante. Et je suppose que Madame Mandel a perdu une heure de cours entier à vous apprendre à épeler un solide. Oh non, répondit Victor d'une voix aiguë. Madame Candy nous a appris le mot en 3 minutes, et nous ne l'oublierons jamais. Elle nous apprend des tas de mots en 3 minutes. Et quelle est exactement cette méthode magique, mademoiselle Candy demanda la directrice. Je vais vous l'expliquer. Et Rona leva l'heureux Victor, venant au secours de Madame Candy. Est-ce que je peux reposer mon autre pied et me retourner, s'il vous plaît? Pas question, aboya Madame Le Bourdin. Garde ta position et explique-moi. Très bien, dit Victor, vacillant sur sa jambe. Madame Candy nous donne une petite chanson pour chaque mot. Et nous la chantons tous ensemble et nous apprenons à épeler les mots en un rien de temps. Vous voulez entendre la chanson sur difficulté? J'en serais ravie, déclara Madame Le Bourdin d'une voix chargée de sarcasme. La voilà, dit Victor. Madame D, Madame I, Madame F, F, I, Madame C, Madame U, Madame L, T, et voilà, ça fait difficulté. C'est grotesque, aboya Madame Le Bourdin. Pourquoi toutes ces femmes sont-elles mariées? Et d'ailleurs, vous n'avez pas à apprendre des poésies aux enfants quand vous les faites épeler, qu'il ne soit plus question à l'avenir. Mais cela permet de leur apprendre facilement quelques mots compliqués, murmura Madame Candy. Ne discutez pas avec moi, Candy, tonna la directrice. Faites ce qu'on vous dit, c'est tout. Maintenant, je vais passer aux tables de multiplication et voir si vous leur avez appris quelque chose en ce domaine. Madame Le Bourdin était revenue prendre sa place sur l'estrade et son regard diabolique errait lentement sur la rangée de petits élèves. Toi, aboya-t-elle, braquant l'index sur un petit garçon nommé Robert, au premier rang. Combien font 2 fois 7? 16, répond Robert étourdiment. À pas compter, Madame Le Bourdin s'avança vers Robert, un peu comme une tigresse s'approchant d'une gazelle. Robert prit soudain conscience du danger qui le guettait et tenta un nouvel essai. Ça fait 18, cria-t-il. 2 fois 7 font 18.
et l'empoigna par les cheveux. Robert avait une abondante tignasse au reflet doré que sa mère plaignait d'admiration, ne pouvant pas se résoudre à sacrifier chez le coiffeur. Or, Madame Le Gourdin éprouvait la même aversion pour les cheveux longs chez les garçons que pour les jupes plissées et les nattes chez les filles. Elle allait en donner la preuve. Cette fois, ça y est. Chien pourri et chien blabla ont fini par toucher le fond de leur poubelle. Ils n'ont plus rien à manger, pas même un os à moitié rongé ou une croquette périmée. Les deux amis ont le moral dans leurs chaussettes trouées. Pour se consoler, Chien pourri entend une chanson bien connue de tous les chiens errants du quartier. Ah, si j'étais riche, je serais moins pauvre. Arrête, chien pourri, tu te fais du mal. On a bien le droit de rêver, chien blabla. Seulement, dans la vie, il y a parfois des gens qui viennent vous briser vos rêves. Chien pourri, le jour où tu seras riche, les poules auront des dents en or, fait qu'elle le bassait à petit manteau. Même la frange, elle vous trouve pauvre, se moque le caniche chien frange. On préfère être pauvre que de vous ressembler. Le chien pourri ne peut s'empêcher de se sentir jaloux comme un. Ne t'inquiète pas, chien pourri. Notre richesse est dans notre cœur, dit chien blabla. C'est sûr qu'elle n'est pas dans votre poubelle, s'exclame le basset. Dites les pourris, ça vous dirait une partie de Monopoly? Dit le caniche. On n'a même pas de dés, c'est ce que le chien pourri. Alors vous ne pourrez jamais sortir de votre casse-poubelle, ricane le basset. Je ne suis qu'un chien sans sucre et sans sous-sous, se dit chien pourri. Jamais je n'arriverai à sortir le caniveau. À moins que... Chien blabla, je vais trouver un travail et devenir millionnaire. Ne rêve pas trop, chien pourri. Même comme serpillère à mi-temps, personne n'audra de toi. Et tandis que chien blabla part pêcher une boîte de thon dans le caniveau, chien pourri se reçoit une valise sur la tête. Les gens gèlent vraiment n'importe quoi de nos jours, songe-t-il. Êtes-vous des gens? Demande-t-il à trois hommes cachés derrière sa poubelle. Oui, mon toutou, nous sommes des gens. J'en ai, j'en avais et j'en aurai. Garde-nous notre valise et tu auras droit à une récompense. Tu entends? Oui, merci, messieurs, de me demander si je ne suis pas sourd. Mais attention, méfie-toi des autres gens. Êtes-vous des gens bons? Les trois gens n'ont même pas eu le temps de lui répondre, car une sirène de police retentit et ils détalent comme des lapins. Un souvenir qu'on va chérir. Ce matin, nous sommes tous arrivés à l'école bien contents, parce qu'on va prendre une photo de la classe, qui sera pour nous un souvenir que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l'a dit la maîtresse. Elle nous a dit aussi de venir bien propre et bien coiffé. C'est avec plein de brillantines sur la tête que je suis entrée dans la cour de récréation. Tous les copains étaient déjà là, et la maîtresse était en train de gronder Geoffroy, qui était venu habillé en martien. Geoffroy a un papa très riche qui lui achète tous les jouets qu'il veut. Geoffroy disait à la maîtresse qu'il voulait être absolument photographié en martien et que sinon il s'en irait. Le photographe était là, lui aussi, avec son appareil. Et la maîtresse lui a dit qu'il fallait faire vite, sinon nous allions rater notre cours d'arithmétique. Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, a dit que ce serait dommage de ne pas avoir l'arithmétique, parce qu'il aimait ça et qu'il avait bien fait tous ses problèmes. Eudes, un copain très fort, voulait donner un coup de poing sur le nez d'Agnan. Mais Agnan a des lunettes, et on ne peut pas lui taper dessus aussi souvent qu'on le voudrait. La maîtresse s'est mise à crier que nous étions insupportables, et que si ça continuait, on irait en classe. Le photographe, alors, a dit « Allons, du calme. Je sais comment il faut parler aux enfants, tout va se passer très bien. » Le photographe a dit que nous devions nous mettre sur 3 rangs. Le premier rang assis par terre, le deuxième debout, autour de la maîtresse qui serait assise sur une chaise, et le troisième debout sur des caisses. Il a vraiment de bonnes idées, le directeur. Les caisses, on est allé les chercher dans la cave de l'école. On a bien rigolé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière et Rufus s'était mis un vieux sac sur la tête et il criait « Ouh, je suis le fantôme !» Et puis on a vu arriver la maîtresse. Elle n'avait pas l'air contente. Alors nous sommes vite partis avec les caisses. Et le seul qui est resté, c'est Rufus. Avec son sac, il ne voyait pas ce qui se passait et il a continué à crier « Ouh, je suis le fantôme !» Et c'est la maîtresse qui lui a enlevé le sac. Il a été drôlement étonné, Rufus. De retour dans la cour, la maîtresse a lâché l'oreille de Rufus et s'est frappé le front avec la main. « Mais vous êtes tout noir !»
C'était vrai. En faisant les guignols dans la cave, on s'était un peu sali. La maîtresse n'était pas contente, mais le photographe a dit que ça ne faisait rien. On avait le temps de se laver, et lui disposer les caisses et la chaise pour la photo. À part Agnan, le seul qui avait la figure propre, c'était Geoffroy. Avec son casque de martien qui ressemblait à un bocal, il n'avait pas la figure sale. Vous voyez, a dit Geoffroy à la maîtresse, s'ils étaient venus tous habillés comme moi, il n'y aurait pas d'histoire. J'ai vu que la maîtresse avait bien envie de tirer les oreilles de Geoffroy. Mais il n'y avait pas de prise sur le bocal. C'est une combine épatante, ce costume de martien. Nous sommes revenus, après nous être lavés et peignés. On était bien un peu mouillés, mais le photographe a dit que ce ne serait pas grave, que sur la photo, ça ne se verrait pas. Chaque texte choisi nous a beaucoup plu. Les dialogues étaient enlevés, il y avait un début, une fin. Voilà. Donc, félicitations déjà pour ça. Vous serez tous récompensés, bien entendu, mais il faut donner un nom pour les régionales. Et donc, nous avons, à l'unanimité, trouvé que la prestation de Hugo Vasseur pour Chien pourri millionnaire de Cola Goodman était très bien réalisée, c'est-à-dire que l'articulation était correcte, la vitesse de la lecture, rien à redire, tu as respecté la ponctuation de ton texte, tu as su respirer, tu as regardé le public, tu as même regardé le jury par moments. Voilà, tu as su placer ta voix, tout un tas de critères que l'on nous demande d'évaluer. Ton ton était juste, tu te tenais bien droit, et puis, encore une fois, le choix du texte était pertinent. Donc, je vous demande d'applaudir Hugo Vasseur.